au Libéria, c'est l'accomplissement de l'interdiction de la double nationalité. Congo, colonisation, l'État belge attaqué en justice pour crimes contre l'humanité. Gambie présidentielle, un candidat promet de poursuivre l'ex-président Yaya Jammeh. Et puis on termine par le Togo, la barre du million de vaccinés franchis. Nos invités sont en place. Esso Kwamivi Akelesso, il est consultant politique et coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Coach, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour également aux téléspectateurs de New York, que ce soit en ligne ou direct. Bonjour à tout le monde. Nous avons également le journaliste Adam Adjronou, il est directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci également à Horus Donkovi, activiste panafricain. Horus, pleine forme. Bonjour Michel, bonjour à mes frères, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir d'être invité encore sur ce plateau. Adam, on commence par vous et plus précisément au Libéria. C'est l'assouplissement de l'interdiction de la double nationalité dans ce pays. Oui, il le fallait parce que, vous savez, ce pays a une histoire particulière. Il y a donc une forme d'hybridité de nationalité quand on sait que c'était dans l'ère du temps où on a reversé en fait les colonisés sur ce territoire-là. Donc il avait une particularité, mais au fil du temps, on a constaté que la législation n'a pas suivi pour véritablement trouver donc l'identité réelle ou karma introduit disons cette forme d'hybridité dans les lois du pays. Et je pense que ça frustré beaucoup avec l'histoire qu'on connaît de ce pays-là, avec les guerres successives qu'il a connues. Notamment la guerre civile atroce. Tout à fait. Donc, qui a contraint certains à vivre un peu dans les pays tiers. C'est vrai que lorsque nous prenons la question d'apatride, il y a également notre sous-région, particulièrement ouest-africaine, qui est beaucoup confrontée à cela. La Côte d'Ivoire aussi est citée comme un exemple, mais on a vu que la législation a pris le pas sur certaines humeurs liées au président donc, de ces pays-là. Et cette fois-ci, le fait que cette loi soit un peu démolisée fera en sorte que ces gens-là puissent retrouver l'entièreté de leur identité, qu'ils soient donc au pays ou à l'extérieur. Et je pense qu'il y a également, disons, l'ONU également qui a lutté énormément pour que les législations nationales puissent prendre donc ces questions en compte. Là, je pense que il va de soi qu'on puisse donc saluer le fait qu'on puisse réellement trouver des approches de solutions pour reconnaître un peu la nationalité de ces gens. Coach Akelesso, cette question de nationalité, comme Madame l'a dit tout à l'heure, a posé beaucoup de problèmes dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a cité la Côte d'Ivoire avec la crise qu'elle a connue. Il y a également d'autres pays, le Libéria, qui assouplit l'interdiction de la double nationalité. C'est une bonne chose. Je ne peux pas dire que c'est bon totalement ou c'est mal, mais celui qui est en cause, c'est à lui que ça concerne. Parce que quand vous constatez cela, depuis 1822, où la Société américaine de colonisation a installé les Américains affranchis sur les côtes libériennes, ils ont maltraité les autochtones jusqu'à récemment, ou pour ne pas dire dans les années 80, où Samuel Doe a renversé le William Todman, je pense que c'est le nom. Donc, c'est ce problème, comment on martyrisait les autochtones, c'est ça qui fait que les autochtones sont dit dans la Constitution de 84 que, en fait, le Libéria appartient aux Libériens qui sont africains. Et ils n'ont pas considéré les expatriés comme ils sont libérés parce que eux, ils détenaient 90% de pouvoir politique et économique du pays. D'ailleurs, je pense que Samuel Doe est le premier président autochtone dans l'histoire. Donc, et ils ont constaté qu'il y a une largesse, ça qui a profité aux expatriés, surtout les Noirs affranchis. Et c'est ça qui est le souci. Je pense que il y a deux présidents aussi qui les avaient refusé le droit au vote. Je parle également des autochtones. Donc, tout ça là, si tu as leur place, ça va générer un sentiment anti-expatriés. Donc, c'est cela. Sans oublier que non seulement les 5% des expatriés ou des descendants des expatriés
ont le pouvoir, mais il y a les Libanais aussi qui ont immensément de pouvoir dans le pays. C'est toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, non, ils sont là-bas, c'est encore, ça touche plus que dans les autres pays de l'Afrique. Et sans oublier, comme il a dit, la guerre civile de 89, des années 90, il faut le dire ainsi, plus 2003, les deux guerres civiles ont fait que des gens ont quitté le pays pour être réfugiés. Maintenant, dans les pays où ils sont réfugiés, on leur a donné la nationalité également. Donc, on a constaté que quand les gens là viennent, eux aussi créent un problème et ça desservit le pays. C'est pourquoi les autres avaient protégé la Constitution avec cela. Mais en 2020, précisément en décembre, il y avait eu un référendum où on a non seulement discuté sur plusieurs mandats de président, mandats de sénateurs, mais on a accepté que ce ne serait plus. Dans la Constitution avant, c'était dit que un Libérien, celui qui est né de père et de mère libérien. C'est comme ça. Maintenant, on a accepté que si l'un des parents est libérien, on peut t'octroyer la nationalité. Comme les Libanais, il y a beaucoup qui ont les papa ou maman libanais, et comme les expatriés également. Donc, moi, quand je me place à la place des autochtones, ils diront que les autres vont encore leur avis les meilleures places. Donc lui, il ne sera pas à l'aise. Maintenant, quand on prend les concernés, ceux pour qui c'est assoupli, ils seront contents. Donc, comme je dis, étant donné que c'est à 55% que le référendum a été fait, je suppose que c'est dans l'avancée, dans l'avancée du pays que cela s'est fait. Donc, je ne peux que constater et accepter la réalité juridique du pays. Comme je le dis, le cas ivoirien était, ivoirité. Ici, c'est un peu plus compliqué que cela. Ce n'est pas ça. Ici, même, une fois que tu rates le délai, tu vas demander comme si tu es un étranger dans le pays pour qu'on te naturalise. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas parlé trop de naturalisation. Mais ici, tu peux être du milieu, mais quand tu rates la fenêtre, tu es obligé de te naturaliser. C'est pour dire que je remercie que le Togo ait dit dans sa constitution que de père ou de mère, pour que nous n'ayons pas connu. Bon, je vais oublier les années 90, où on a posé des questions bizarres aux nodistes, mais pour dire que maintenant, je remercie Dieu que cette histoire n'existe plus aussi chez nous. Et Dieu merci pour que les Libériens puissent s'en sortir aussi d'une manière ou d'une autre. Oris Donkovi, en quoi l'exemple du Libéria est spécifique quand on connaît l'histoire politique de ce pays? Bon, en fait, la spécificité libérienne, elle vient du fait que, si vous voulez, le territoire se fasse, comme Madame l'a dit, par le retour d'anciens esclaves qui vont être affranchis et qui, avec les autochtones, vont fonder ce qu'on appelle le Libéria, avec tous les clivages que l'on connaît. Parce que une chose est de rentrer sur le territoire africain, une autre est de pouvoir vraiment créer une nation avec les autochtones qui sont sur place. Ceci étant dit, la question qui revient de façon régulière concernant les nationalités, pour moi, de mon point de vue, est très liée à l'économie. C'est une question qui est très liée à l'économie parce qu'elle pose le problème des investissements en Afrique. Donc l'aspect économique. Il y a un fort aspect économique. C'est-à-dire que vous avez toute une frange d'investissements qui se font sur le territoire africain. Et ces investisseurs-là, pour une partie, ont besoin d'être rassurés. Ces investisseurs-là aussi, par rapport aux lois de la plupart des États africains, ont besoin de pouvoir sécuriser certains avoirs, si ce n'est pouvoir y accéder, notamment la question très très sensible du foncier. Dans beaucoup d'États africains, le fait d'appartenir à la nation, donc d'avoir la nationalité, permet de légaliser le foncier. Et ce qui est convoité en Afrique, c'est le foncier. Donc il y a cet aspect-là. Le second aspect, c'est la question très sensible qui revient dans plusieurs États, qui est celle de l'étranger qui vient dans un pays, qui s'y installe, qui investit et qui y investit et qui se sent appartenir à cette nation-là. Il y a la question de l'intégration. Tout à l'heure, qui quelquefois rend jaloux aussi l'autochtone. Alors, justement, si cela rend jaloux l'autochtone, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'intégration. Si par exemple, je pense qu'il y a un très très bel exemple, c'est celui de Haïti, où vous avez énormément de communautés étrangères qui ont été accueillies par la République haïtienne et qui ne se sont pas
disons, qui ne se sont pas réellement fondus dans la masse. Et ça a parfois créé des clivages. Vous avez ça dans plusieurs États. Donc en Afrique aussi, c'est la même chose. Et en Afrique aussi, on a, comment dirais-je, il n'y a pas que le Libéria. C'est ce qu'on oublie de citer. Il n'y a pas que le Libéria qui a eu des problèmes avec les Africains du retour. Vous avez sur toute la côte africaine, notamment ouest africaine, où il y a un problème entre les autochtones et ceux qui sont revenus. Sauf que dans certains pays, on n'en parle pas. Par exemple, au Togo, c'est une question taboue. Au Bénin, on n'en parle pas. Au Ghana, je ne crois pas qu'on en parle non plus. Je pense qu'au Congo, au Gabon aussi, bon voilà, c'est des questions très très sensibles. Ceci étant dit, donc je disais, il y a cette question de l'intégration de la communauté qui vient investir dans le pays. À chaque fois qu'on approche ce questionnement-là, on a une réaction très chauvine des populations en disant oui, voilà, c'est notre pays, nous ne voulons pas, ainsi de suite. Mais la réalité des faits est qu'aucun État ne peut se développer sans investissement, notamment sans investissement étranger. Voilà. Donc, il se pose la question de savoir, au niveau des États, comment est-ce qu'on s'arrange pour que le brassage entre peuples puisse conduire à, disons, à une nation pas homogène, mais en tout cas une nation multiculturelle qui se renforce par l'union. La Côte d'Ivoire, tout à l'heure il parlait de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est par exemple des Libanais qui ont 40%, qui pèsent à 40% de poids dans l'économie ivoirienne. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Là, on parle des Libanais, on ne parle pas par exemple, comment dirais-je, de ceux qui ont la nationalité française ou américaine, ou bien les Chinois, ou bien les Syriens, ou ainsi de suite, et tout ça. Et tout ce monde qui vient investir, à un moment, justement, au niveau des autochtones, il faut que les populations ressentent qu'il n'y a pas seulement une pleine participation économique, mais qu'il y a aussi un brassage entre peuples qui construit une nation. Alors, Adam Adjaranou, comme Horus Donkovi l'a dit tout à l'heure, l'aspect économique pèse beaucoup dans ces pays. Pas seulement le Libéria, mais également presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, bien évidemment. Et il a touché un autre aspect qui est la question foncière, qui, au regard de nos législations, n'avait pas pris les dispositions réelles pour garantir ou carrément... Parce que lorsque vous prenez un certain nombre de pays, cette question foncière, moi je la compare pratiquement à la question israélo-palestinienne. Sauf que là-bas, c'était véritablement donc un terrain neutre sur lequel on a décidé que voilà, les Israéliens aillent donc habiter ici. Il faut une cohabitation. Donc ça fait ressusciter, disons, d'une manière exagérée, la question de l'ethnocentrisme. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a, lorsque nous parlons donc de l'économie, où les gens essaient pratiquement, lorsqu'ils savent pertinemment, même si la législation du pays leur lègue une portion des terres, de toutes les façons, ils ont donc de l'argent, ils peuvent tout de suite donc s'accaparer de tous ces terrains-là. Et je pense qu'en la matière, beaucoup d'initiatives dans la sous-région sont prises pour faire en sorte que nous ayons une législation claire pour garantir donc aux autochtones. Mais ce qui est acquis également dans ces terrains-là, disons un droit de propriété assez solide, ce qui n'avait pas été donc le cas par le passé. Et donc j'estime que c'est sur cette question réelle-là qu'il y a donc une certaine réticence liée donc aux autochtones qui refusent pratiquement de reconnaître ces gens-là. Mais au même moment, je pense que la forte hospitalité, lorsque nous prenons par exemple le Togo avec certains pays, nous sommes donc des pays hospitaliers, donc il est très difficile quand même de pouvoir donc embrayer sur un certain nombre de dispositions pour éviter ou pour permettre à certains de pouvoir avoir la pleine nationalité. Mais dans ces pays-là, étant donné que les autochtones également essaient franchement de pouvoir donc opposer un certain nombre de veto, compte tenu du fait qu'il y avait d'abord la communauté internationale qui a joué véritablement un mauvais rôle dans ce pays-là en donnant une longueur d'avance donc, aux expatriés, au détriment donc, des autochtones dont ils étaient frustrés. Dans toute l'histoire du Libéria, vous constaterez qu'à part le président Samuel Doe qui était autochtone, il y a que George Weah aujourd'hui qui est également autochtone. Mais on a vu également au niveau de la gestion, ils sont déjà décriés. Lorsque vous prenez ces deux, ça voudrait dire que l'aspect économique ne tient pas. Également, on peut également faire la brèche au niveau même de l'Afrique du Sud. On l'a dit. L'Afrique du Sud. Le distinguo est là. On a constaté qu'au niveau de la gestion, au niveau du développement de ces pays-là, ce sont ces gens-là qui ont eu pratiquement donc à développer ces pays. Et lorsqu'ils ont donc le pouvoir, à côté duquel il y a également l'économie, donc pratiquement, ils ont, disons, l'entièreté du pouvoir. Et ils peuvent s'accaparer au gré des humeurs tout ce qu'ils veulent. Et ça, au fil du temps,
cette population autochtone qui pratiquement n'a pas d'argent n'est pas forcément écoutée. Donc ils sont étouffés dans l'œuf, ça fait que cela dégénère, et même dans nos pays, parce que lorsque nous rentrons un peu dans l'histoire, vous constatez qu'au Togo, c'était pas guère. On a eu des questions foncières liées, karma, donc communautés entièrement, ils sont togolais. Là, on ne parle pas des exploités, que dirons-nous lorsque des gens, on estime que des gens sont des exploités, ça devient encore plus dangereux. Vous voulez réagir en 30 secondes? Oui, en fait, grosso modo, c'était pour dire que pour moi, l'Afrique a un Rubicon. C'est un Rubicon assez violent parce que c'est... Ou soit les Africains, comment dirais-je, conçoivent une adaptation au monde de maintenant qui leur permette de s'épanouir et d'être émancipés, ou soit l'Afrique va subir, comment dirais-je, l'influence de l'extérieur. Vous reprenez juste après la pause. Ah, d'accord. Allez, la petite pause et on revient après pour la suite.